Et bonjour à tous, c'est Romatifa. Et aujourd'hui, on se retrouve, mesdames et messieurs, pour le seul podcast qui parle religion et société. Voilà, un cocktail explosif qu'on va déguster ensemble. Allez, c'est parti. Alors. Dans ce podcast, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Voilà, un sujet très intéressant. On va pas non plus révolutionner la droite avec ce sujet-là, mais on va essayer de l'aborder sous un angle un peu plus spirituel, un peu plus religieux. Pourquoi, les gars? Pourquoi est-ce que le féminisme, c'est anti-vie? Pourquoi est-ce que être de gauche, être féministe, c'est anti-vie? Alors, on va analyser plusieurs choses. Déjà, pourquoi est-ce que quand on va en manifestation parce que là récemment il y a eu la journée de la femme, chose complètement aberrante, hein, qui dans une société normalement qui fonctionne bien, il n'y a pas de journée de la femme. C'est journée de tout le monde, hein, enfin bref. Pourquoi quand on va dans ces manifs, il y a des choses qui sont stupéfiantes à voir. Des choses qui te donnent envie de, littéralement, si je puis dire, de vomir. Et voilà, comme des gens qui s'habillent en transsexuels, qui essayent en fait d'aborder une forme de subversion par l'aspect physique. En fait, ils ressemblent à rien, voilà, littéralement. Ils tendent à ne rien ressembler parce qu'en fait, leur style, c'est la subversion. Voilà. Ces gens pensent détruire les canons classiques, détruire notre héritage, et ils pensent se passer au-dessus. Bref, pourquoi quand on observe ces gens, on a du dégoût? On n'a pas envie de les toucher, on n'a pas envie, voilà. Ces gens-là ne sont ni féminins, ni masculins, et voilà. Donc vous allez pouvoir me dire, oui, mais on n'analyse pas un phénomène comme ça, ontologique, du féminisme machin, avec les extrêmes. Mais si, en fait. C'est très intéressant, en fait, d'analyser les extrêmes, parce qu'en fait, justement, ce sont des gens qui abondent à 100% et qui ont absorbé l'idéologie à 100%. Et c'est très intéressant d'analyser cet extrême-là, parce que il y a très peu de personnes finalement qui sont extrêmes. Oui, tout à fait, c'est une minorité ces gens-là qui sont en manifestation, et voilà. Mais ils y sont quand même. Voilà, ils se font pas virer par des gens plus on va dire modérés, en mode vous êtes trop extrême, faut partir. Non. Ces gens-là qui sont dans l'extrême, ils sont stylés en fait vis-à-vis des gens modérés, parce qu'en fait c'est juste l'aboutissement de leur pensée. D'accord. Bon, même s'il y a, je pense, des femmes modérées qui se disent féministes parce elles sont dans cette idée, voilà, vindicatrice de oui, il faut que la femme soit l'égale de l'homme et je pense que c'est normal. Bref, on en parlera dans un autre podcast de l'opération psychologique sur les femmes. Oui, parce que ça fait un peu complot-plot, mais c'est le cas. Bref, quand on observe ces gens-là, voilà, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Pourquoi? Parce que leur idéologie est anti-vie. Voilà, c'est anti-vie. La nature est bien faite, et la vie est sacrée, et la vie a été donnée, et la nature a été construite par notre Seigneur, et qui est quelque chose de magnifique, qui a survécu pendant des milliers d'années, et qui nous a donné donc la société dans laquelle on est. Et voilà, il y a quelque chose qui s'appelle la féminité, la masculinité. Il faut bien comprendre que quand on est féministe, euh, même quelque peu, eh ben on a tendance à être finalement dans ce rejet de la féminité, car on le considère comme étant une procession du patriarcat. Voilà, finalement, les codes du féminin, du masculin et du masculin procèdent de la société. C'est complètement l'inverse, hein. C'est complètement l'inverse. Voilà, ces gens-là ne comprennent pas, ils sont dans le biais de l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que la société n'a pas précédé les hommes, hein. Avec un grand H, ce sont les hommes qui ont précédé à la société et qui ont mis finalement un petit peu en place ces mœurs, ces critères, voilà, qu'on pourrait même appeler clichés, hein, de une femme ça doit faire ci, un homme ça doit faire comme ça. Ça, ce sont des choses qui paraissent bêtes à l'oreille d'une personne vivant en 2025 qui est lambda et qui a un potentiel intellectuel moyen. Mais en fait, c'est pas du tout débile en fait. Ces trucs-là, ce sont justement des garde-fous en fait.
qu'on a hérité depuis la nuit des temps, les gars. L'homme, ça fait très longtemps qu'il existe, d'accord? Et il a eu une période d'existence qui a déterminé ses comportements et cette organisation. Donc non, les hommes ne procèdent pas de la société, mais c'est l'inverse en fait. C'est parce qu'il y a eu une évolution de l'homme, c'est parce que il y a du dimorphisme sexuel et il y a une différence dans notre système hormonal, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, que ça a déterminé les rôles pour survivre. Le patriarcat, littéralement, c'est ce qu'on a de plus précieux, les gars. Bon, oui, là, je vais me faire incendier, mais c'est pas quelque chose de mal. Déjà, interpréter les choses de façon manichéenne en disant il y a du mal et du bien, ça aussi, c'est pas très intelligent. Bref. Attendez 2 secondes, je me prends ma petite boisson. Alors, pourquoi est-ce que finalement on se rend compte que voilà, quand on est de gauche, quand on est féministe, et bah, bizarrement, qu'est-ce qu'on observe? On observe des discours, on observe des adhérences à certaines visions des choses. Je pourrais commencer par l'IVG. Alors, ça on pourra en parler plus en détail dans notre podcast, mais analysons les choses un peu de façon superficielle. Voilà. Et avec un critère qui est le nôtre, qui est est-ce que c'est anti-vie ou pro-vie? Tout simplement. Est-ce que ça contribue à faire des enfants? Est-ce que ça ou pas? Voilà. C'est un peu con, voilà, mais déjà c'est quelque chose d'intéressant à analyser. L'IVG, bon bah, est-ce que c'est pro-vie ou que c'est anti-vie? Juste d'un point de vue superficiel. Et bah, ça consiste quand même à enlever la vie d'un fœtus, voilà, qui a un stade de développement très très précoce, parce que voilà, il y a des conséquences qui sont fortuites, euh, ou alors voilà, c'est une volonté propre de la femme qui le porte. Bon, c'est pas pro-vie, hein. Carrément, on enlève la vie. Donc déjà, ça c'est un élément, et on sait tous que d'ailleurs, voilà, l'IVG maintenant c'est dans la Constitution, c'est le truc le plus mainstream, hein. Là, je me suis attaqué au truc le plus mainstream. Voilà, je veux dire, n'importe quel féministe ou gauchiste, qui soit modéré ou pas, est pour l'avortement. Bref. Donc déjà, ça, c'est un élément avec lequel l'Église catholique et l'enseignement du Christ n'est pas voilà trop trop chaud parce que bah forcément nous sommes dans une démarche où la vie est sacrée. La vie est sacrée et parce qu'elle est sacrée, il faut la conserver. Ce n'est pas à l'homme de décider des choses sacrées. Ce n'est pas à l'homme de décider ce qui doit être sacré ou pas. Et voilà, c'est pour ça que l'Église catholique n'est pas forcément pour la peine de mort, hein. Elle est logique dans sa logique jusqu'au bout, mais ça sera le sujet de notre podcast aussi. On va parler de pourquoi en fait il y a une partie séculière et une partie religieuse dans le temps qui s'est toujours un peu battu. Et bref, voilà. Donc voilà. Il y a cet élément-là. On peut parler aussi du fait que bon bah plus on est féministe, moins on va mettre en valeur sa féminité. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir une propension à penser que mettre en valeur sa féminité, c'est une injonction du patriarcat. C'est des limites, des contraintes qui permettent en fait à ce système oppressif qu'est le patriarcat de prospérer, à nous ranger dans des cases, à soumettre la femme. Sauf qu'en fait, ça ne la soumet absolument pas. Justement, euh, nous sommes des êtres avant tout biologiques. Et donc là, vous allez me trouver, vous allez me suivre. On a littéralement vécu peut-être 90% de notre existence à une ère très sombre, qui s'appelle la préhistoire, où les rôles étaient extrêmement marqués parce qu'il y avait un enjeu de survie qui était incroyable. C'est-à-dire que littéralement, si les rôles n'étaient pas respectés, clairement, ton groupe il pouvait se faire laminer ou pouvait mourir très rapidement. Il y avait un enjeu de survie qui était incroyable, on se rend pas compte, hein. On se rend vraiment pas compte. Et en fait, cet enjeu de survie, il a toujours existé. Il a toujours existé, jusqu'à très très récemment, hein. C'est que depuis très très récemment que la survie du groupe
bah, c'est plus trop un enjeu, puisque finalement on n'a plus besoin des uns et des autres, on n'a plus besoin d'assumer ses rôles pour survivre. Parce qu'on a acquis tout le confort grâce à la révolution industrielle, grâce au progrès technique, à la technologie, on a accédé à tout ce confort et finalement on peut survivre de façon individuelle et on peut s'affranchir des rôles naturels qui nous ont été donnés, enfin qui nous ont été donnés, bref, dont on a hérité. Sauf que ça, c'est une vision qui est réelle, c'est pour ça qu'on a cette propension à avoir des groupes d'individus qui sont anti-vie, parce que ils ont le luxe en fait de ne plus avoir à survivre. Et ça c'est très très récent. C'est très très récent et ça explique pourquoi voilà bah en fait à l'époque la féminité et la masculinité, il fallait les cultiver. Enfin à l'époque, je te parle oui, je te parle même d'il y a 30 ans. C'était des choses quoique 30 ans peut-être un peu plus. Bref, c'était des choses qu'il fallait cultiver parce que c'était dans ton intérêt propre de les cultiver pour faire survivre l'espèce. Voilà, bon bah je suis pas non plus le meilleur anthropologue du monde, mais tout simplement si tu cultives ta féminité, et si tu la mets en valeur, parce que bah forcément c'est quelque chose que tu as en toi biologiquement, ton système hormonal, tu as des caractères biologiques, des caractéristiques biologiques qui sont propres à ton système hormonal parce que tu vas sécréter plus d'oestrogène que de testostérone et tu vas avoir voilà, des comportements même psychologiques, beaucoup de choses en fait qui vont être comment dire, déterminées par ça. Et tout simplement, bah, il faut les cultiver parce que bah, il faut, pour faire survivre l'espèce, qu'est-ce qu'il faut? Ah, pour faire survivre le groupe, il faut se reproduire, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, il faut être pro-vie. Voilà. Pour survivre, il faut être pro-vie. Si t'es pas pro-vie, y a rien qui survit en fait. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient tout simplement pas le choix. Et ça, je suis désolé, le luxe de se dire qu'on n'a plus besoin d'enjeux de survie et qu'on peut déléguer ça à l'État tranquillement, c'est très récent. D'accord? C'est très récent. Et ça veut pas forcément dire qu'on s'améliore, justement. Ça veut dire qu'on sombre. Et donc voilà, et pareil chez les mecs, tu vois. Pareil chez les mecs. Si t'étais pas dans ton énergie masculine, si t'allais pas au charbon, parce que oui, la testostérone, ça augmente ta propension à entreprendre, à prendre des risques. Ça, on commence maintenant à le comprendre avec les études. On commence à l'observer même si t'es un peu de jugeote. Voilà. Donc en fait, fallait aller au charbon pour pareil, pour faire survivre l'espèce. Et comme pour faire survivre l'espèce, parce qu'il fallait quand même faire beaucoup d'enfants, parce qu'à l'époque la mortalité infantile était énorme, hein, voilà, d'accord, qu'on soit clair. Il n'y avait pas de oui, moi j'aimerais un enfant, deux enfants. Non, il n'y avait pas de ça. Voilà, maintenant les femmes elles font 1,8 enfants en moyenne en Occident. C'est quoi ce bordel? À l'époque, t'en faisais, je sais pas, mais t'en faisais peut-être 5 et t'en avais, bon, 3-4 qui ne survivaient pas. Et les autres, ben, donc le seul qui était là. Bref. Parce qu'à l'époque, bon, t'avais une petite maladie, t'avais une petite merde génétique qui faisait, bah, tu survivais pas longtemps en fait. Tu survivais pas longtemps, donc il y avait une vraie sélection. Et en fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'être vraiment l'aboutissement des fois d'une grande lignée de sélection. Et c'est sympa quoi, c'est stylé, c'est sympathique. Bref. Et donc, bah, t'avais ces rôles qui étaient exigus en fait, qui étaient vraiment, on va dire, augmentés, qui étaient très marqués, parce que plus tu marquais ces rôles de féminité et de masculinité, plus tu marquais ce yin et ce yang et cette complémentarité qu'ont la féminité et la masculinité à s'encastrer et à faire la vie en fait, et bah plus tu l'augmentais, plus tu arrivais à survivre dans des conditions qui étaient horribles, tu vois, des conditions de merde. Voilà, plus tu augmentes la masculinité et la féminité dans un groupe, enfin bref, dans un couple et dans une dualité qui est très belle, et bah plus t'as de chances de survivre. Et plus tu seras pro-vie en fait. Et la vie c'est sacré, d'accord? La vie c'est sacré. Jésus-Christ nous a dit que la vie c'était sacré. Donc en fait c'est bien. C'est stylé, t'as compris les choses. Et en général, quand tu es dans ton énergie masculine et dans ton énergie féminine, bref, des deux côtés, bah tu te sens bien en fait. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que tout ça, bah en fait, bah, c'est nié, quoi. C'est nié par les féministes, c'est nié par les gauchistes, parce que bah, ils sont dans une démarche qui est nihiliste, voilà, c'est-à-dire qu'ils refusent de considérer les choses dans un
qui fait partie d'un système global qui est donc, je me répète, la nature et la vie, et il considère, on va dire, les différences qu'on a entre nous comme des injustices. Là, littéralement. Alors que ces différences, les gars, putain, ces différences, c'est ce qui fait que c'est beau. C'est ce qui fait que on s'attire l'un l'autre et qu'on arrive à survivre dans des conditions de merde et qu'on arrive à faire des grandes choses. Et parce que même si on n'a pas des conditions de merde et qu'on a des bonnes conditions, continuer ce cercle vertueux, ce yin et ce yang, cet emboîtement entre masculinité et féminité, ça fait qu'on explose et qu'on devient une putain de civilisation. Et tu mélanges ça avec la spiritualité, avec le christianisme, avec qui essaye de mettre des barrières, qui essaye de faire converger cette dualité vers quelque chose de grand, avec le mariage, avec la monogamie, avec voilà l'enfance, l'éducation, tout ça, ça fait la France, les gars, ça fait l'Occident, ça fait des choses qui pèsent, voilà, des choses qui pèsent. Donc voilà, ces gens féministes et gauchistes sont anti-vie, car ils renient et ne cultivent pas ce qui leur a été donné de façon naturelle par notre Dieu. C'est pour ça que, oh, bizarrement, ils sont athées. Et l'Église catholique, même la chrétienté, le christianisme, tout ça, les dégoûte. Oh, comme c'est bizarre. Tiens donc, je suis surpris. Bref, nous ne le sommes pas en réalité. Ces gens-là, voilà, sont anti-vie. Et ça devrait être un indicateur pur, en fait. C'est-à-dire, merde, je me rends compte que ce système de pensée-là me fait pas avancer dans la vie. Je me rends compte que ce système de pensée-là me fait pas être beau, me fait pas être plus masculin, me fait pas être plus féminin. Rien que ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Bref, voici le premier argument. Un peu, voilà, un peu anthropologique de pourquoi est-ce que c'est anti-vie. Voilà. Donc déjà, quand on comprend ça, en fait, tout ce qui va à l'envers de la pulsion vitale que nous avons en nous, eh ben, c'est mauvais. Et ça, on peut le mettre à plein d'étages. On peut le mettre à un étage social, donc comme je l'ai expliqué, voilà, pour maintenir la société, il a besoin de cet emboîtement, de cette complémentarité masculin-féminin qui fait qu'en fait on arrive à survivre et à faire des grandes choses. Et donc tu peux mettre ça aussi d'un point de vue économique, hein, parce que comme nous dit notre très cher Charles Gave, l'économie c'est de l'énergie transformée. Cette énergie-là, cette pulsion vitale que tu vas cultiver justement en ayant cette masculinité et féminité qui est cultivée également, et bah tu vas créer de l'énergie. Voilà, tu vas créer de l'énergie, tu vas créer de l'amour, tu vas créer une famille, et tout ça en fait, ça va avoir un impact, voilà, sur même l'économie. Ça va avoir un impact à tous les niveaux. Et quoi de mieux finalement que comme sublimation de cette pulsion vitale que le libéralisme. Et là, réfléchissons un peu. Je me mouille un petit peu, mais réfléchissons un peu. Voilà, on sait tous très bien que finalement la conjugaison économique de la masculinité, c'est un peu l'entrepreneuriat. Voilà. Nous les mecs, quand on est dans notre énergie masculine, on aime bien aller au charbon, on aime bien prendre un peu des risques, on aime bien voilà faire un peu aboutir notre créativité, notre vers quelque chose voilà qui peut nous faire potentiellement gagner économiquement. Et ça, je trouve que ça se conjugue bien avec l'entrepreneuriat, tout simplement. Mais bon, si tu veux être entrepreneur et si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, bon, il faut avoir un peu une vision quand même libérale des choses, hein. Parce que en général, quand tu es dans un État très socialiste, qui finalement met en place beaucoup de mesures de redistribution de richesses et voilà, donc de socialisme, l'entrepreneuriat, le libéralisme, il est un peu brimé, hein. D'ailleurs, on peut l'observer en France. Voilà,
tout ce qui est taxe sur les dividendes, sur le chiffre d'affaires qui arrivent à des chiffres énormes, tout ça, ça ne va pas dans le sens de cette pulsion vitale qu'on a en nous, conjuguée économiquement. Ça ne va pas dans le sens de l'entrepreneuriat, ça ne va pas dans le sens de la vie. Tout simplement, les gars. Et là, on en revient encore à notre putain de vie. Pardon. Bref. Voilà, le socialisme, le gauchisme, le communisme sont anti-vie. Oh, comme c'est bizarre, Karl Marx disait la religion c'est l'opium du peuple. Oh, comme c'est bizarre. Bref, c'est assez vulgaire comme analyse. J'ai encore une fois prévenu que ça allait être superficiel parce qu'on peut rentrer dans les détails. Libéralisme, voilà, capitalisme, voilà, bref, socialisme, tout ça. On pourrait rentrer dans les détails, mais il faut juste analyser les choses pro-vie, anti-vie. Est-ce que ça me freine dans mon énergie masculine? Est-ce que ça l'entretient, la cultive? Tout simplement. Donc là, moi, je parle pour les hommes, mais tout simplement, ça peut être pareil pour les femmes, mais ça va se conjuguer différemment, parce que ça va se conjuguer aussi économiquement, mais ça va se mettre en place différemment. Je pourrais pas m'exprimer, m'avancer trop là-dessus, mais voilà. Je pense qu'une femme, déjà, elle a un rôle qui est très important, qui est hyper important, c'est de porter la vie. Et là, dans ce podcast, on parle vie H24. On parle vie, on est là, ouais, il faut être masculin, ouais, ok les gars, mais qui porte la vie? Eh ben, c'est la femme. C'est la femme, et là, tout de suite, on devient humble, on se calme un peu, et finalement, on se rend compte que oui, certainement, que dans nos sociétés, c'est plutôt l'homme qui va, en effet, prendre les décisions, qui va l'organiser, mais qui l'a fait pérenniser, cette société? Bah oui, la femme a un énorme rôle, parce que c'est elle qui porte la vie. Et c'est pour ça que, rien que l'importance de ça, ça devrait nous faire comprendre pourquoi est-ce que les rôles inhérents à la politique, à en fait le fait de diriger, c'est plutôt masculin, parce qu'en fait, bah nous on n'a pas cette charge, ce rôle immense de porter la vie. Et donc c'est pour ça que dans ce système de complémentarité et qu'est la nature et qu'est la vie, bon bah s'il y en a un qui est occupé à donner la vie, l'autre devrait faire en sorte que cette vie-là soit la meilleure, en l'organisant. Et bah c'est ce qu'on fait traditionnellement, voilà. Et d'ailleurs dans le mot traditionnel, dans le latin, c'est transmission. Et si tu arrêtes les traditions, alors dans ce cas, il n'y a plus d'intérêt, on n'appelle plus ça une tradition, voilà. Bref, je dévie un peu, mais les gars, quand on vous dit cette tradition, faudrait l'arrêter, ce mec dit de la merde. Ce mec ou cette femme dit de la merde parce qu'une tradition, son intérêt propre, sémantiquement, c'est de se transmettre en fait. On n'arrête pas une tradition. On n'arrête pas une tradition. Une tradition, ça a comme seul intérêt d'être transmis. Parce que ça s'appelle tradition que ça doit être transmis, d'accord? Si y a machin, t'es dans un plateau de télé de merde là, et que t'entends quelqu'un qui dit, voilà, une miss à tout hasard dans un podcast et dans une émission qui s'appelle Le Stylo, bref, qui te sort que cette tradition-là, faudrait l'arrêter, non, elle a rien compris. Elle a rien compris, encore une fois. Voilà, une tradition, ça ne s'arrête pas. D'accord? À la limite, bon, elle va un peu se modifier, mais ça ne s'arrête pas. D'accord? Bref. J'ai totalement dévié. De quoi je parlais? Oui, la femme, elle a ce rôle-là très important de porter la vie. Et d'ailleurs, on l'observe, pour ça qu'on on appelle notre langue la langue maternelle. Parce qu'en fait, dans l'histoire, il y a eu des conquêtes, il y a eu des civilisations qui se sont écrasées l'une l'autre parce que c'est un rapport de force permanent. Et quand un peuple supplante l'autre en termes de puissance, qu'il le conquit, je sais plus comment on dit, et bah il tue tous les hommes, mais il garde les femmes. Il garde les femmes parce que si il tue toutes les femmes aussi, les gars, ils courent à leur propre perte, d'accord? Alors oui, ça fait un peu barbare dit comme ça, c'est vrai que c'est pas ce qui va le plus valoriser le rôle de la femme, mais il faut comprendre que la femme, les gars, c'est
C'est ce qu'il faut préserver à tout prix. C'est là où se passe le sacré, en fait. La vie est sacrée, et le foyer de ce sacré, c'est la femme, c'est le corps de la femme. Et c'est pour ça, les gars, que voilà, les mecs masculins, nous, on kiffe les femmes. Bref, je suis pas en train de dire des choses très intellectuelles, mais il faut comprendre ça. Il faut comprendre cette puissance qu'elles ont dans le rôle et le système qu'est la vie. Parce que c'est un système qui repose sur une complémentation masculin-féminin. C'est une forme de yin et de yang, si on peut un peu l'imager de cette façon. Et voilà, Jésus-Christ nous l'a bien dit, la religion l'a fait converger vers quelque chose de très beau, et on en parlera prochainement. Bref. Donc voilà, ça c'est important. La langue maternelle, si on appelle maternelle, les gars, c'est parce que c'est les femmes qui transmettent la langue, d'accord? C'est les femmes qui transmettent la langue. Et la langue est un vecteur culturel très 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 puissant. Ça aussi, on est un peu en mode bon, oui, d'accord, on met ce mot-là dans le dictionnaire, on s'en fout, non, les gars, la langue c'est un vecteur culturel très puissant, d'accord? Surtout la langue française, les gars. La langue française, c'est un peu la langue, quoi, j'ai envie de te dire. La littérature française, c'est quelque chose de magnifique qui inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. La poésie, tout ça. Notamment avec l'héritage voilà, d'Aliénor, d'Aquitaine, de tout ce qui est né un peu ici avec la galanterie, le fait voilà, de courtiser, tout ça c'est très beau, c'est français hein, les gars, d'accord. Et donc ça il faut le garder, et c'est pour ça qu'on dit langue maternelle. Voilà, et c'est très important. Voilà, donc le rôle de la femme est très important. Et qu'est-ce qu'on observe? Oh bah moi, écoutez, je préfère voyager, profiter de ma vie. Franchement, je suis pas prête à avoir des enfants. J'aimerais attendre d'avoir une maison, de gagner 3 000 € par mois. Enfin, chute, chute, hein, chute. C'est pas ça. Ça, c'est anti-vie ou pro-vie. De dire j'ai envie d'attendre avant de faire un enfant. C'est pro-vie, anti-vie, c'est anti-vie. Donc t'es pas bien. Les gars, faut que ce soit un réflexe, d'accord. Euh, Attention au discours, attention aux choses, voilà, un peu aux choses que vous avez en vous. Mais moi je suis pas parfait du tout les gars. Voilà, on parle, je fais ce podcast, mais je peux avoir les mêmes biais, je peux me dire, bref, il faut, je vais attendre d'être ceci, attendre d'être cela avant d'avoir froid. Mais les gars, toujours dites-vous, c'est anti-vie ou pro-vie? Ah, et là, on commence un peu à réfléchir, d'accord? Et là, les féministes qui disent ça, les femmes qui disent ça, tu vois, ça nous fatigue. Et ça nous fatigue, mais en plus, on le sait, enfin, même des gars un peu matrixés maintenant par le féminisme, bah, ils comprennent, ils vont être là, oui, 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 mais écoutez, les gars, une femme qui vous aime, lorsque vous êtes dans votre énergie masculine, elle va pas turlupiner, hein. Elle va pas tortiller des fesses, hein, tortiller du cul, si je puis dire, pour vous faire un enfant, hein. Parce qu'elle va aimer ça, en fait. Elle va vous voir, elle va se dire putain, ce mec-là, c'est un projet, quoi. Ce mec-là, stylé, j'ai bien envie de faire quelque chose avec lui, voilà, de me lier. Et donc non, en fait, une femme qui va commencer, voilà, à pas trop savoir, bah ça c'est pas pro-vie, donc attention les gars, soit vous êtes pas assez dans votre énergie masculine et dans ce cas il faut travailler sur vous, et nous on est plutôt dans une démarche de responsabilisation que de déresponsabilisation, au contraire des femmes, hein. Donc travaillez sur vous les gars, ok? Si vous voulez des femmes de valeur, qui sont pro-vie, machin, bref, il faut bah, vous cultiver. Il faut, les gars, il faut aller au charbon, il faut devenir beau, devenir fort, devenir riche, mais en tout cas, pas forcément riche, très riche, mais au moins développer du patrimoine, etc., etc. Et voilà, au moins, pas forcément devenir voilà, riche, mais au moins montrer que vous avez un projet pour vous-même. Et que vous vous inscrivez dans une démarche qui est saine, et que plus tard, vous allez vraiment vous développer de plus en plus. Voilà. Il faut que la femme, quand elle vous regarde, elle ait de l'espoir. Elle soit là, ah ok, d'accord, lui il va quelque chose, voilà, c'est un investissement, lui ok, lui c'est intéressant, plus tard il va devenir quelqu'un, bref. Et ça c'est bien, ça c'est vraiment bien.
Et donc voilà, si elle, voilà, vraiment si elle veut un enfant, voilà, une femme pro-vie, c'est ça. Voilà, une femme pro-vie, elle va vous admirer et elle va aimer votre projet. Elle va adhérer, elle va aller dans son sens et elle va valider votre vision des choses. Et là, les gars, et là vous êtes bien. Et là vous êtes vraiment bien. Là, vous êtes très bien et il va falloir, bah voilà. Et après, ça c'est l'idéal, hein. C'est l'idéal. Voilà, donc cultivez votre masculinité et plus vous la cultiverez, plus vous attirez des femmes de valeur. Est-ce que je suis en train de dire des choses qui sont très intelligentes? Non. Hein. Malheureusement, il faut remettre l'église au milieu du village. Il faut la remettre. Il faut dire des choses, il faut remettre en place des valeurs, remettre en place des critères, remettre en place des critères, d'accord, je me suis répété, mettre en place des échelles de valeurs, d'accord. Pro-vie, anti-vie, ok. Ça c'est anti-vie, je vais regarder un peu, ça m'intéresse, ok. Ça c'est pro-vie, tu vois. Donc il faut faire attention à ça, mesdames et messieurs. Et donc voilà, la femme là-dedans, elle est très importante. Et bon bah en ce moment c'est très dur pour nous, hein. C'est très dur pour nous parce que la femme a une propension en ce moment dans notre génération, dans notre société à abonder beaucoup trop dans le sens du féminisme parce que elle a une propension à être manipulée par ses émotions. Hein. Une femme, il faut la protéger, d'accord. Notamment la protéger des gens qui tentent de la manipuler. Et pour manipuler quelqu'un de sensible comme une femme, parce qu'elle, pour moi en tout cas, elle est plus que l'homme, parce qu'elle doit se prémunir du danger plus que lui, parce qu'elle est moins armée pour s'en défendre. Voilà, une femme, ça peut pas donner la vie et faire la guerre. Non, c'est deux choses qui s'opposent. Elle est super douée pour donner la vie, mais elle peut pas être à la fois douée pour faire la guerre, les gars, et pour l'enlever la vie. Voilà, c'est pour ça que nous, on est plus fait pour ça. Donc elle a moins d'armes pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle a moins de masse musculaire, elle a moins de force, elle a moins d'agressivité, elle a moins de violence en elle. Et c'est pour ça que donc elle est plus sensible aux éléments extérieurs qui peuvent influer sur elle. Comme la politique, mesdames et messieurs, les médias, bien sûr, les médias, l'idéologie de merde, le manichisme, le nihilisme, et plein de choses en isme qui sont vraiment pas terribles. Et ça, c'est de la manipulation. Et c'est pour ça que nos donzelles, bah, elles sont un peu fatigantes. Hein. C'est fatigant, ouais les gars, je sais c'est fatigant. Mais il faut ne pas perdre espoir. Continuez à cultiver votre masculinité. Nous, on est moins facilement influençable par les éléments extérieurs parce qu'on est plus armé pour s'en prémunir, naturellement. Mais voilà, pas les femmes. Mais les femmes, ce qu'il y a de très beau, c'est qu'on peut peut-être pas les faire changer, mais elles peuvent tomber amoureuses de nous. Et si on leur propose et qu'on arrive peut-être à les convaincre, ça peut aller. Alors là, je suis un peu idéaliste, les gars. On en parlera dans notre podcast, hein, des relations hommes-femmes et comment est-ce qu'un couple devrait fonctionner selon s'il est pro-vie, anti-vie, bref, dans un humeur plutôt chrétien. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué et malheureusement, les femmes qui ont ce rôle-là de donner la vie bah, adhèrent à des idéologies qui sont anti-vie. Voilà, parce qu'elles sont plus facilement manipulables, comme je l'expliquais avant, et c'est pas quelque chose de mauvais. L'insouciance d'une femme, c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose de très beau, et c'est quelque chose qu'il faut conserver, en fait. Malheureusement, c'est exploité à des fins qui sont néfastes, et à des fins de manipulation de masse. Donc voilà, maintenant les gars, vous savez à peu près comment voir les choses un peu de façon superficielle, mais c'est un super indicateur en fait. Vous arrivez, vous écoutez quelqu'un, une idée, quelque chose. Est-ce que c'est pro-vie, anti-vie? Eh ben, est-ce que ça va dans le sens de la croissance? Est-ce que ça va dans le sens de la vie? Est-ce que ça donne la vie? Est-ce que ça fait augmenter euh, la masculinité, la féminité, la croissance, le pouvoir? Après ça, c'est des choses un peu différentes. Est-ce que ça va dans le sens de la vie? Et je n'ai pas parlé dans ce podcast-là de l'écologie, qui est aussi quelque chose, voilà, bah, très de gauche,
qui nous parle de décroissance, qu'il faut commencer à moins consommer, qu'il faut commencer à dépenser moins d'énergie. Les gars, quand quelque chose vous dit ça, quand, tu, quand vous entendez ce genre de discours, oui les gars, faut faire attention. Quand un discours commence à vous dire, bon, va falloir moins consommer, dépenser moins d'énergie, alors là, c'est anti-vie les gars. L'énergie, il faut la développer. L'énergie, il faut la développer, peu importe en fait. Il faut aller dans le sens de la vie, de la grandeur, de l'augmentation. Vraiment. C'est un vecteur qui va vers le haut. D'accord? Il y a une norme positive. Il faut aller toujours dans le sens de la vie. Et quand une idée commence à vous dire, bon, décroissance, moins consommer, on en parlera ça, parce que j'ai une connaissance assez grande de ce sujet-là, puisque bon bah dans mon domaine d'études, on en parle beaucoup. Donc voilà, pour le premier podcast voilà, de la série. Donc il y en aura d'autres, hein, même on pourra peut-être muter vers d'autres formats, vidéo, voilà, en tout cas c'est bien pour commencer. Voilà, vous parler un petit peu de ces sujets-là sous cet angle plus spirituel, plus voilà, plus spirituel, plus en phase avec la religion, plus en phase avec la sacralité des choses, parce qu'il faut faire attention à ça aussi. Quelque chose, ce sont des idéologies qui tentent de désacraliser. Et voilà, quand je parle de libéralisme économique, il faut comprendre aussi que ça peut avoir des problèmes dans sa désacralisation. Et c'est vrai que c'est un sujet assez vaste parce que on peut donc conjuguer notre masculinité dans l'économie, mais voilà, ça peut aussi avoir, bon, des fois des mauvais côtés. C'est un sujet compliqué, hein, le capitalisme, le libéralisme. Comment conjuguer parfaitement notre pulsion vitale dans l'économie sans forcément, voilà, désacraliser certaines choses et en faire un marché. Parce que oui, voilà, Jésus également, quand il a dégagé les marchands voilà, du temple, c'est une image, c'est une allégorie qui parle beaucoup, hein. C'est qu'en fait, tout ce qui est transaction, marché, ça n'a rien à voir, voilà, ce n'est pas quelque chose qui doit être dans des lieux sacrés, dans des sanctuaires. Et le sanctuaire, notre sanctuaire, c'est la vie, c'est l'œuvre de Dieu. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser en profondeur. Et en tout cas, pour ce premier podcast-là, vous avez au moins à peu près mon idée des choses et on essaiera ensemble vraiment de faire en sorte que notre génération, voilà, elle ait des repères, elle ait des rails, elle ait une église, elle ait quelque chose qui la rassure, qui lui fasse comprendre que il y a le bon, il y a le mauvais. Et oui, c'est manichéen, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous faire avancer. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises valeurs. Ça, c'est clair. Mais on n'analyse pas des choses complexes sous un prisme manichéen. En revanche, il y a quelque chose qui s'appelle la religion qui a passé l'épreuve du temps. Qui est l'épreuve qui met le plus en danger les idéologies, hein. C'est-à-dire qu'en fait, une idéologie qui traverse, allez, 2000 ans d'histoire, 2000 ans de société humaine et d'hommes, c'est peut-être quelque chose qui a fait ses preuves, hein. Et là aussi, on a un critère important, c'est les idées qui ont duré dans le temps, qui ont inspiré les gens dans le temps, qui ont su passer l'épreuve du temps, et ben il faut s'y intéresser. D'accord? Et quand on voit à quel point la religion dans l'Occident renaît avec l'augmentation des baptêmes, avec l'augmentation des pèlerinages, et ben je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que bien sûr que c'est ça. Bien sûr que c'est vers ça qu'il faut aller. Et sur cette chaîne sera dédiée à ça. Cette chaîne sera dédiée à cette pulsion vitale, d'accord, qui est en train de reprendre en Occident, qui est en train de reprendre en France. Et on va la cultiver, et on va l'augmenter, on va faire en sorte qu'elle aille le plus loin possible grâce à nos outils modernes de technologie, grâce à
voilà, à tout ça, à notre société, notre époque, qui certes a ses défauts, mais qui a ses qualités. Et je pense que on peut très bien, très très bien tirer son épingle du jeu. C'était Romativa. Bonne vie à vous tous.